Bonjour et bienvenue dans Happy Hour, un numéro un peu spécial. Je suis toujours entouré de Marc, Alexandre et Jean-Victor, mais cette fois-ci à distance. Salut. Hello. Salut. Hello. On n'est pas vraiment entouré en vrai, mais ouais. Et nous sommes avec Perrine Quenesson, journaliste spécialisée cinéma, qui elle-même nous appelle de chez elle, puisque nous sommes dans un esprit de confinement. Et nous avons monté le podcast en version un peu plus courte que d'habitude. On vous parlera de 5 sujets aujourd'hui. On va essayer de revenir assez régulièrement, cette fois-ci, de casser un peu le rythme mensuel. On vous fait la promesse de revenir d'ici quoi, Marc, 2 semaines ? Ouais, moi j'aurais dit peut-être une dizaine de jours. Ouais, on va essayer de... On va essayer de venir d'ici 10 jours quand on le sent, quand on est prêt. Dans la phase 2 du confinement, quoi. C'est ça. Voilà. On aura un tout petit peu plus perdu la tête, ce sera très bien. Mais comme ça, phase 2. On prend des nouvelles des gens, on s'appelle, on redécroche le téléphone, Skype et tout ça. C'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'il y a tous les autres podcasts à écouter en ligne si vous avez le temps. Et puis, on a également ouvert un compte Twitter qui est happyhour_pod. Et on vous encourage à vous manifester dessus, à commenter chaque émission, et dont cette nouvelle, qui est donc l'émission de mi-mars 2020. On vous parlera au sommaire, nous avons Madeleine, la nouvelle... On dit Madeleine ou Madeleine ? Madeleine, comme une madeleine. La nouvelle plateforme de Lina. Donc, elle va t'expliquer pourquoi ça s'appelle Madeleine. C'est réfléchi. Hein, ouais. De Proust ? D'accord. Écrit tout seul, putain. On parlera jeux vidéo avec Ori and the Will of the Wisps. Wisps. Ouais. Et je ne connais absolument pas ce sujet. Comme tous tes sujets jeux vidéo, Mathieu. Je vous parlerai de Morning Show, la série qui avait été lancée au moment où Apple Plus est arrivé en France et dans le monde, que j'ai eu le plaisir de rattraper dernièrement. On vous parlera d'une nouveauté Canal Plus, c'est ça, 000 ? Exactement, Canal+ en France, et dans le reste du monde c'est Amazon Prime. Ouais, et on terminera ce micro-format avec The New Regime, et oui c'est de la musique, et c'est Jean-Victor qui nous en parlera. Mais oui. De prime abord, Perrine, nous te laissons le champ libre pour nous présenter la nouvelle initiative de Lina, et nous rappeler peut-être ce qu'est Lina d'ailleurs. C'est moi qui commence. Tout à fait. D'accord. Exactement. Okay. Bienvenue, bonjour. Honneur aux invités, bien sûr. Eh enchanté tout le monde, je suis vraiment ravie d'être ici. Les Lina, pour ceux qui connaissent pas, enfin quand même on a tous l'habitude de voir des petites pastilles de Lina à la télévision ou autre, à chaque fois que quelqu'un veut ressortir une archive pour faire mentir quelqu'un d'autre sur le long terme, c'est souvent Lina. Donc Lina c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, et ils avaient déjà une plateforme, c'est pas leur première plateforme puisqu'ils avaient déjà lancé, je crois c'est il y a 5 ans, Inna Premium, où on pouvait accéder, pareil, moyennant petite finance, accéder à toutes les archives de l'INA, ou en tout cas une grosse partie des archives de l'INA. Et là, cette fois-ci, ils ont décidé de reprendre cette plateforme-là, de l'effacer et d'en faire une nouvelle, beaucoup plus proche de l'actualité. Hein ? T'as dit quoi ? Proche de l'actualité, c'est-à-dire en tout cas qu'il soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus instinctive, beaucoup plus ergonomique aussi. On a plus envie d'y aller, elle ressemble vraiment davantage à ces plateformes que sont modernes, que sont Netflix ou Amazon ou autres. Donc c'est vrai qu'elle s'est un petit peu mis dans l'air du temps. Lina s'est mis dans l'air du temps, et au bout du compte, on a 13 000 programmes proposés par Lina pour 3 € par mois. C'est quand même pas... c'est pas la fin du monde, quoi. C'est 3 baguettes. Mais alors du coup, la question, c'est quels sont les programmes ? Parce que moi, typiquement, quand tu me parles de Lina, effectivement, j'ai ces images d'archives en noir et blanc, notamment ce fameux reportage télé où il t'explique que la bière, c'est hyper bien pour se rafraîchir l'été en 1950 sur France 3. Donc, du coup, qu'est-ce que tu trouves de divertissant sur Madeleine ? Non mais d'ailleurs, en parlant d'archives, si vous avez jamais regardé la recette des crêpes de je sais plus trop qui sur Lina, je vous la recommande. Oui. C'est des crêpes alcooliques au possible. Tu en manges une, t'es bourré. Enfin, c'est absolument génial. Le mec, j'ai jamais eu autant d'alcool dans des crêpes. Prochaine émission. Donc, mais à part ça, non, c'est plutôt en fait tout est classé, vraiment bien pensé. Il y a plein de rubriques différentes, et donc tu vas trouver des documentaires. Par exemple, il y a 1800 documentaires différents, plus ou moins récents, parce que Lina produit aussi des documentaires. Donc t'as des documentaires qui datent de 2018 par exemple, voire donc c'est vraiment très récent. Sinon, les programmes vont de 1950 à maintenant, environ. Et on a tout plein de séries télé. Par exemple, si vous voulez vous refaire les Rois Maudits,
par exemple, si ça vous dit, il y a Belphégor, par exemple. Il y a aussi des émissions de radio comme c'était quoi, Radioscopie ou le Tribunal des flagrants délires. Donc c'est pour des gens d'un autre âge, c'est quand même assez intéressant, mais surtout c'est vraiment des pépites en vrai. T'as des concerts de dingue, mais des vrais concerts, mais vraiment oufissimes de grands artistes. Il y a du Nina Simone, il y a plein de choses. Enfin, c'est vraiment passionnant. Et il y a même des films, je crois qu'il y a Paris Texas par exemple, où il y a du Agnès Varda. Vous pouvez voir d'anciennes émissions comme Striptease, Apostrophe. Moi je suis hyper contente parce qu'il y a les Shadocks par exemple, donc je peux me refaire les Shadocks en entier si j'ai envie. Et tout ça plutôt bien classé. Il y a aussi, c'est plutôt intéressant, ils ont fait appel à plusieurs personnalités comme Michel Hazanavicius, comme Zabou Bretman, comme je sais plus là de tête, mais pas mal de personnalités qui ont une carte blanche justement sur ces archives et qui font des recommandations elles-mêmes. Donc c'est assez dynamique, ça fait un peu penser au système de la Cinétech en fait, un tout petit peu à ce niveau-là. Donc moi je trouve il y a de l'édito pour aider les gens en fait. C'est ça, c'est hyper éditorialisé, puis c'est surtout vraiment assez instinctif et on a envie de se balader, de découvrir. L'interface est plutôt belle, l'interface est intéressante. Ils en créent au fur et à mesure en fonction aussi de l'actualité. En fonction des nécessités, par exemple, là je sais qu'à l'occasion du confinement, ils ont créé des programmes vraiment jeunesse tournés vers l'éducation pour les plus grands, pour ceux qui vont passer le bac et ce genre de choses, ou même des programmes pour les plus petits, pour les occuper aussi, ou alors pour les plus petits qui sont d'accord pour regarder des trucs en noir et blanc aussi. Mais non, c'est vraiment... moi je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de l'INA de rendre ces archives à la fois attirantes, un petit peu... palpitante et pas juste se dire j'ai l'impression d'ouvrir un vieux grimoire. Non, c'est que toutes ces archives-là retrouvent une forme d'actualité, de contemporanéité qui est la bienvenue puisqu'on a toujours tendance maintenant à regarder dans le passé pour peut-être mieux comprendre notre actualité. Donc je pense que c'est vraiment assez chouette et puis surtout je recommande sincèrement les spectacles et les concerts quoi. C'est un bonheur de regarder des méga concerts qu'on n'aurait pas eu l'occasion de voir autrement. Il y a même des spectacles de la Comédie Française récents. Enfin non, mais c'est vraiment fou. Je vous promets, allez-y. Et du coup, ils ont tout restauré ou il y a des trucs un peu flous il y a des trucs qui sont un petit peu flous, mais pas tant. C'est assez propre pour être honnête. Il y a eu déjà pas mal de choix chez eux. Là, il n'y a pas toutes leurs archives. Il y a 13 000 programmes, ce qui est finalement pas... loin d'être toutes leurs archives. Donc ils vont en rajouter au fur et à mesure, ils vont en enlever d'autres un petit peu, mais c'est actualisé régulièrement. Et voilà, je trouve que c'est plutôt c'est une belle initiative et puis à un prix très très abordable quand même quoi. 3€. Et là il y a 3 mois gratuits pendant le confinement, donc allez-y. C'est un peu l'occasion, ça va. Et du coup moi je suis passé sur la plateforme. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper intuitif. J'ai compris tout de suite en fait où je devais aller, comment ça marchait et tout. Dans les choses, alors j'ai passé une dizaine de minutes dessus sans m'inscrire, mais juste pour voir un petit peu le catalogue. Dans les choses qui ont marqué, il y avait effectivement l'intégrale des Shadocks. Donc ça je trouve ça quand même plutôt hyper cool. Il y a effectivement plein d'émissions. Il y a Tout bouillon de culture par exemple. L'émission avec Bernard Pivot et par exemple dans les concerts, dans les trucs assez cool, il y a un concert de Georges Brassens et c'est hyper cool quoi. On n'a pas trop l'habitude de voir un concert de Georges Brassens, donc voilà, c'est le genre de truc. Je pense qu'effectivement tu dois avoir quelques petites pépites à l'intérieur de ça, et effectivement c'est quand même extrêmement intuitif. Ils sont branchés vraiment sur l'actu. Enfin, moi je vois là il y avait aussi un documentaire sur la mairie de Paris, sur savoir les différentes batailles pour la mairie de Paris. Donc à l'heure des municipales, c'est intéressant de revoir tout ce que la mairie de Paris a pu concentrer comme espèce de guéguerre interne. Enfin c'est vraiment moi je trouve que c'est chouette quoi. Après faut avoir envie de regarder ça, mais là je regarde en même temps que je vous parle, mais là il y a un concert de The Clash, il y a un concert d'Aretha Franklin, Duke Ellington. Non mais sérieusement, Barbara, Kraftwerk. What? Tout ça en même temps. Putain, mais tout en même temps, ils sont tous sur scène. Non, c'est fou. Et est-ce qu'il y a une appli qui est disponible sur Xbox, PlayStation, sur d'autres formats, ou pour l'instant c'est que le site? Alors, je vais pas m'engager trop sur cette réponse, mais je dirais que c'est que le site pour le moment. J'ai pas l'impression qu'ils aient créé... Il y a une application Android et iOS quand même. Ah, il y a Android et iOS? Il y a une TV, tu peux le mettre sur ta TV avec la fonction cast. Il y a une fonction... oui, ça, oui, tu peux le projeter sur ta télé, oui, ça, avec le cast. Avec le Chromecast, ouais.
Ok. Donc il y a quand même moyen de profiter de ça dans des conditions télévisuelles, quoi, pas juste devant un écran d'ordinateur. Ah ouais, complètement. Moi je le projette sur ma télé par exemple. Donc c'est comme ça que je le regarde. Toi t'as regardé quoi par exemple déjà? Moi pour l'instant j'avoue que j'ai regardé les Shadok. parce que j'ai une grosse passion Shadok. Donc et non, j'allais me lancer dans un documentaire. Enfin moi je trouve qu'il y a vraiment des trucs assez cool là-dessus. Après voilà, moi j'aime bien ça, mais si on est plus sur les anciennes émissions enfin là regardez devant moi, j'ai un documentaire sur le PSG, ce club qui a failli ne jamais exister. T'imagines le drama pour tous les Parisiens? Et ça on aime. C'est génial. Non, il y a des trucs trop bien. Il y a des documentaires sur Jerry Lewis, sur je sais pas ce que j'ai là sous les yeux encore. Non, ça fait Salvador Dali, Marguerite Duras. Non, c'est vraiment cool, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment le moment. On a un petit peu de temps devant nous. En plus de replonger sur ces archives personnelles, tous ces articles qu'on a mis de côté, qu'on n'a jamais lus, ces bouquins qu'on a dit qu'on lirait, mais qu'on lira jamais, soyons honnêtes. Et maintenant, on le sait. Et c'est peut-être le moment aussi de se plonger sur les archives de notre culture nationale, et surtout au niveau des séries, c'est intéressant par exemple parce que autant on a une grande culture des séries américaines, alors que les séries françaises finalement sont assez peu connues par les Français. Ouais. En réalité, on n'a pas une culture très forte de notre propre patrimoine sériel, et là c'est l'occasion en tout cas d'y rejeter un œil. Et il y a des très belles choses et des très bonnes choses. Donc je pense que c'est culturellement, en plus d'être curieux, vraiment intéressant. Ouais, là par exemple, dans les séries, pardon Alexandre, je découvre l'existence d'une série Fantomas de 1980 réalisée par Claude Chabrol. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là, et les 4 épisodes sont dispo, donc c'est carrément un truc qui peut faire une bonne journée de confinement à s'ennuyer. Plutôt que de s'ennuyer, on va se plonger là-dedans, et ouais, c'est cool. Il y a 4000 épisodes de série, donc vous inquiétez pas, il y a du choix. Et là, du coup, moi, je suis allé voir juste les concerts, par exemple, parce que c'est ce qui m'intéresse un peu le plus. Et là, juste sur la page d'accueil, j'ai un concert de Barbara, 4 concerts de Brassens. Si je descends un petit peu, j'ai James Brown, Tom Waits, Tom Petty, Roxy Music. Donc, en fait, je pense que si tu fouilles un petit peu, tu dois avoir des trucs assez vénères et des trucs vraiment cool, quoi. Ouais. Des petits inconnus qui débutent, quoi. C'est ça qui est bien. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Non mais là je vois, il y a Thierry Lafronde, mais moi je vais foutre mes parents devant, ils vont être comme des gueulins. Les gars, ils vont avoir 12 ans, quoi. C'est le bon moment. J'ai trouvé votre Netflix, papa maman. C'est ça. J'ai trouvé votre Netflix, les gars, quoi. En fait, c'est ça. C'est un peu le Netflix des darons. C'est marrant parce que je vois aussi qu'effectivement il y a quand même pas mal d'éditos. Genre là, si je vais sur n'importe quelle page, en haut, il me propose, alors c'est un peu random, mais il me propose un documentaire sur le female gaze, par exemple. Par exemple. Et surtout, tout est hyper renseigné. À chaque fois que vous allez cliquer sur un programme, il y a toujours une fiche détaillée qui remet ce programme-là dans son contexte aussi, qui remet un peu le contexte de l'époque. Et aussi, par exemple, parce qu'il y a des choses qui ont été faites à une certaine période qui pourraient plus passer maintenant, au niveau des propos, au niveau de l'angle abordé, et la plateforme va bien vous mettre en garde, en tout cas, que attention, les propos qui sont tenus là-dedans, ça peut parler de pédophilie, de trucs comme ça qui peuvent gêner beaucoup de gens, et qui n'étaient pas traités de la même manière que maintenant. Donc la plateforme prend et met en garde les gens aussi. Donc c'est plutôt intelligent. C'est vraiment c'est assez rempli. Je félicite tous les gens qui ont dû se taper l'écriture de tous ces trucs-là, parce que ça a dû être assez long sur 13 000 archives. Mais je pense que c'est un beau cadeau à se faire, au moins gratuitement pendant 3 mois, et après au prix de 3 baguettes par mois. Ça va. Ouais, non, et après, franchement, c'est vraiment pas cher. 3,99. Si en plus je suppose 2,99. En plus, je suppose que du coup, le catalogue va s'augmenter au fur et à mesure. Oui, ils vont le développer un petit peu, parce que c'est avec leurs propres archives. Ils vont en faire partir et revenir, je pense aussi, pour pas non plus engorger totalement le truc, et faire un peu de roulement. Mais oui, ça va être amené forcément à grossir. Mais voilà, déjà, quand vous aurez fait le tour des 13 000, on en reparle, quoi. Ouais, on se donne rendez-vous le mois prochain. Oui. C'est ça. Et du coup, Mathieu n'a pas eu la réponse à sa question. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Madeleine? Mais à votre avis, mystère. ODILE, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Exactement. On laissera les internautes répondre à cette question. J'ai hâte d'entendre. C'est ça. Hashtag Happy Hour Podcast sur les réseaux sociaux pour répondre. Hashtag pourquoi Madeleine? Que veut dire Madeleine? D'où ça vient? Qui est cette Madeleine? Voilà.
Je crois que j'avais quand même la réponse, mais on laissera les gens répondre. On laisse planer le doute, Mathieu, on laisse planer le doute. Je vous trouve prétentieux, Mathieu Gaillet. Pas du tout. En tout cas, c'est un très très bon conseil confinement, puisqu'on est dans les conseils confinement, et que du coup, voilà, Madeleine de l'INA, c'est... J'ai été voir le site de l'INA en lui-même qui est en pause, et donc du coup, tout le monde renvoie sur Madeleine, et on ira creuser un peu ça. Et les Shadocks, tous les matins, un petit Shadok au réveil, ça fait du bien. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la les conseils bonheur. Ouais, ça c'est clair. Ouais, ça fait du bien. Les Shadocks, tous les matins, un petit Shadok, un café, et hop, et vous pouvez être confiné. Et votre journée démarre du bon pied. Ah bah oui, un pied devant l'autre. De toute façon, vous pouvez faire beaucoup plus, vous êtes dans votre appartement. Donc, allez. Merci beaucoup pour ce sujet, Perrine. On va passer au deuxième conseil confinement de la journée, qui est celui de Marc. Et avec un titre aussi imprononçable que vaste et mystérieux, qui s'appelle Ori and the Will of the Wisp. Ouais, c'est un jeu vidéo qui est sorti sur PC et Xbox One il y a quelques jours. Et Ori, c'est le nom du personnage, c'est le héros qui nous intéresse. Alors, de quoi ça parle ? Ori, pour raconter l'histoire, d'abord poser un peu de contexte. Ori, c'est un Sylvestre. On embrasse Sylvestre, notre copain aussi. Un Sylvestre. Il y a un jeu vidéo sur Sylvestre. Incroyable. C'est un être luminescent né d'un arbre. Et c'est Sylvestre. Voilà. Et tout à fait. Notre ami Sylvestre Ricard, qui est lui-même luminescent. En gros, c'est une petite créature blanche, lumineuse, qui ressemble un tout petit peu à un mini dragon, mais qui ne vole pas. Qui vit dans une forêt, qui a déjà eu des aventures dans un jeu qui s'appelait Ori and the Blind Forest, qui était sorti en 2015. Et là, en fait, alors on est dans un univers très de la fantaisie mignonne, des couleurs, des monstres, mais pas trop, ce genre de choses. Donc c'était très très bien pour la période. Parce que quand tu dis dragon, par exemple, le personnage principal ressemble plus à Croque-Mou dans la licence dragon qu'à un Smoke, quoi. Il y a vachement. Alors, vachement de pardon, je te coupe. Ouais. Mais si vous voulez savoir les Sylvestres, il y en a dans Princesse Mononoke. Oui, là c'est un peu différent, mais oui, c'est un peu l'idée. Ouais. Et donc l'histoire, en fait, c'est Ori fait la connaissance d'une chouette qui, justement, on parle de dragon, a une aile blessée. Et grâce à un ingénieux mécanisme, il remplace l'aile par une feuille d'arbre. Et ensemble, ils s'envolent au-dessus de la forêt, et malheureusement, ils sont pris dans une tempête. À cause des bourrasques de vent, l'aile mécanique se détache, et Ori et son compagnon se retrouvent séparés. Et évidemment, le jeu, c'est que le petit héros mignon, lumineux, retrouve son copain qui est à l'autre bout de la forêt. Et du coup, on va se mettre à traverser une forêt, le tout... Alors en fait, c'est un jeu de plateforme, j'ai oublié de préciser ça. C'est un jeu de plateforme pour les non-initiés comme Mathieu. Prenez Mario, les premiers Mario, tu vois, on saute sur des plateformes, on avance jusqu'à un goal, de gauche à droite. De gauche à droite, etc. C'est quoi Mario ? Ici, c'est un petit peu l'idée. ça va être compliqué. Il est con. C'est un petit peu l'idée. Et on traverse de grands niveaux, on récupère des pouvoirs au fur et à mesure. Il y a un petit arbre de compétences façon jeu de rôle. Il y a des petites quêtes avec des objets à rapporter à des personnages. Et c'est vraiment très très mignon. En fait, pour tout dire, au tout début de la pandémie du coronavirus, j'avais acheté un jeu qui s'appelait A Plague Tale, qui racontait une histoire sur la peste noire à Bordeaux au Moyen-Âge. Et j'ai commencé à jouer à ce truc-là et j'ai vraiment trouvé ça méga anxiogène. Il était question de gens qui s'enferment chez eux. Avec des rats partout. Avec des rats partout, des enfants qui courent parce que sinon ils se font pourchasser par l'armée et ils se font taper dessus. Donc je fais, oula, c'est pas du tout le moment de jouer à ça. Ori and the Will of Wisp, c'est très bien, ça vient de sortir. Il me faut un jeu mignon, il me faut de l'écologie, de la forêt. Là, juste avant de vous parler, j'ai libéré une source parce que l'eau était polluée dans la forêt. Et donc j'ai libéré une source d'eau pure qui a... améliorer les conditions de vie des habitants. Et il a versé une larme devant cette source d'eau pure. Il était putain, c'est à ça que ça ressemble. Tu vois, c'est beau, c'est des belles valeurs. Et ouais, c'est un jeu très sympa, très coloré. Pour les gens qui aiment la plateforme, c'est aussi un jeu qui est pas simple. Moi, j'avoue qu'il y a 2-3 petits passages où je galère. Parce qu'il y a des mécanismes compliqués, il faut revenir en arrière, il faut débloquer des pouvoirs. Et moi, c'est vraiment un jeu que je recommande. Ça vaut 20 balles sur Steam et sur Xbox One. Et il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est qu'on citait Mario tout à l'heure en termes d'inspiration. En fait, le jeu est considéré est catégorisé comme un Metroidvania. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est
contraction de deux jeux qui avaient des principes similaires, qui étaient Metroid et Castlevania. Ça a donné Metroidvania. Un Metroidvania, en fait, c'est donc un jeu de plateforme qui a une particularité, c'est que tu peux revenir en permanence dans les niveaux précédents, voire même tu dois. L'idée, c'est que tu avances dans tes niveaux, tu débloques des pouvoirs, et avec tes nouveaux pouvoirs, tu accèdes à d'autres parties des anciens niveaux. Je sais pas si je suis très clair. Si. Et donc, du coup, tu peux visiter une espèce de carte gigantesque, alors que dans Mario, par exemple, tu es limité par des niveaux qui ont chacun un début et une fin. Là, tu te balades dans une carte gigantesque où tu passes ton temps à revenir. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont joué à Metroid ou à Castlevania, ou même à la série des Oddworld, l'Odyssey d'Abe et ce genre de choses, c'était considéré comme des Metroidvania. Même Dead Cells récemment, qui était un peu comme ça aussi. Dead Cells aussi, un peu récemment, un peu différent, mais c'était un peu l'esprit. Flashback, pour les plus anciens, c'était aussi un peu le principe de... Ce sont des niveaux où on passe notre temps à revenir. Et en préparant le sujet et en essayant de lister des Metroidvania, il citait aussi Batman, le premier Arkham Asylum, qui est sa boîte de la 3D. En fait, c'est aussi le même principe de... Tu tournes quasiment en boucle dans un univers qui peut être très vaste, mais tu finis toujours par revenir où tu es passé, avec de nouveaux pouvoirs, avec de nouvelles compétences, et du coup, tu accèdes à de nouvelles choses. Oui, il y a ça aussi dans un jeu dont tu avais parlé récemment, Jean-Victor. Oui. Lequel ? Je ne sais pas du tout lequel, mais oui. Ça te parle pas, une meuf qui a la force, là, qui a genre des pouvoirs... oui, le contrôle. Ouais. Voilà. Ouais, il y avait un peu de ça, ouais. Ouais, il y a un peu de ça. Mais ceci dit, sur Ori, ce qui est marrant, c'est que tu le vends comme un truc très kawaii et très mignon. Là, on pourrait penser que c'est un peu Animal Crossing. Moi, j'ai quand même l'image d'un truc assez dark où t'as une forêt qui est quand même super sombre, tu te fais suivre par des monstres géants. Enfin, c'est quand même assez sombre, non ? Ouais, c'est vrai. C'est un peu sombre. Il y a des méchants. En fait, là, il faut imaginer une forêt contaminée et toi qui t'amène en héros et qui ramène un peu la lumière. Donc, il faut passer par la contamination. Il faut taper des monstres. Il y a des scènes très très vénères là. Juste avant de vous parler, je fuyais un espèce de monstre géant qui ravageait tout sur son passage. Il fallait courir à 1000 à l'heure. Ce genre de séquence où quand t'as la manette en main, tu te penches avec la manette parce que tu penses que ça va faire avancer ton personnage plus vite. Ce qui n'est pas le cas évidemment, mais c'était vraiment très stressant. Ouais. Mais moi j'apprends, je savais pas. Je pensais moi. Oui, il dit que ça marche pas, mais ça marche, Perry. Ah merci, d'accord, parce que j'allais dire quand même, je joue pas souvent, mais ça je sais. C'est juste que Marc est pas très bon, il se penche pas assez. Mais voilà. L'univers, en fait, je cherchais un peu de la fantaisie identique, ou un peu comment comparer, et finalement, peut-être que le truc qui s'en rapproche le plus, c'est Dark Crystal. Alors, il y a un peu de ça, ouais. Il y a pas d'humain du tout. C'est vraiment un univers avec que des créatures spéciales, et on est très forêt, grande plaine, avec des gentils et des méchants. Donc voilà, c'est un super jeu que je recommande vachement, surtout maintenant, parce que, alors oui, c'est beaucoup moins anxiogène que tout un tas d'autres trucs. Alexandre, tu voulais dire un truc ? Mais toi, Jean-Victor, tu y as joué, toi ? Non, j'y ai pas joué, mais j'allais dire justement que il faut. En fait, je pense qu'un des trucs qu'il faut vraiment dire aux gens pour donner envie, c'est regarder juste une vidéo du jeu, parce que on parle souvent de claque graphique maintenant pour des jeux qui ont des moteurs 3D avec des rendus de lumière, des machins et trucs. Et là, c'est de la 2D mais avec une gestion de profondeur. Et en fait, le jeu, quand il tourne, il est absolument ouf. On a l'impression de voir. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir un espèce de dessin animé mais en interactif. Et c'est hyper beau, et notamment le design un peu flippant de cette nature contaminée avec ton personnage ultra lumineux en plein milieu et tout. Il y a une patte graphique qui est vraiment super jolie, avec un côté artistique très poussé, et le jeu est... Enfin, moi je sais que juste voir des vidéos, ça m'avait impressionné, parce que il y a vraiment une patte à part entière, et les mecs qui ont bossé sur tout l'aspect créatif se sont vraiment lâchés, quoi. C'est très joli. Exactement, ouais. On n'a pas dit, mais c'est dispo que sur PC et Xbox. Hein. Ouais, parce que c'est Microsoft qui est éditeur. Le premier est sorti il y a quelques semaines sur Switch. Donc si les gens n'ont accès qu'à une Switch, le premier est dispo sur Switch. La suite, j'imagine, sortira une fois que les exclus sont passés. Je voulais rajouter un tout petit truc sur le type de jeu Metroidvania. Pour finir là-dessus, moi, il y a un Metroidvania que je recommande chaudement si les gens se prennent au jeu et aiment ce concept de plateforme où il faut revenir, etc. C'est un jeu qui s'appelle Shadow Complex, qui est disponible en version remasterisée sur PS4, où en gros c'est un mec qui se retrouve avec sa copine dans une grotte. Il pense qu'il est en randonnée, il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ça, et il découvre quasiment par hasard une base souterraine dans laquelle une armée à la
néo-nazis se préparent à envahir la Terre et lui il récupère des compétences et tu fais du Metroidvania en shootant du néo-nazi et c'est très très voilà, cool. C'est ça. C'est très très cool. En mode la nature, la reconnexion, etc. Et puis 3 secondes après, shooter des néo-nazis quoi. Exactement. Donc voilà, mais Ori and the Will of Wisps, c'est vraiment très cool. Très bien. C'était le deuxième conseil confinement de la journée. Du coup, on fera un autre point jeu vidéo la prochaine fois. Et je vais essayer de m'y mettre un jour, je vous promets. Ça fait passer le temps, hein. Vraiment, tu devrais essayer, c'est pas mal. Mais c'est compliqué, moi après j'ai plus de vie si je vais là-dedans, c'est fini. Exactement. Je serai en confinement toute ma vie, c'est juste ça. Donc c'est le problème, l'équilibre livre, série, musique, jeux vidéo et tout ça est très complexe. Alors, on n'a plus le cinéma et moi j'ai découvert les plateformes de streaming au-delà de Netflix, au-delà d'Amazon. J'ai découvert Mubi, c'était vachement bien et donc du coup je prends du temps pour ça plutôt que les jeux vidéo. Et effectivement, si je devais me mettre aux jeux vidéo, je ne dormirais plus, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je voulais vous parler plutôt d'Apple+. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir les productions de cette nouvelle plateforme qui a été lancée fin d'année 2019. Si, moi j'avais regardé la série de Shyamalan. Oui. Moi j'avais regardé... j'avais commencé à regarder Dickinson avec Ellie Stanfield, c'était pas mal. Et j'avais vu la moitié de l'épisode pilote de Blind et c'était vraiment tout pourri. Ah oui. C'est pas si. Si, ça s'appelle Si, pas Blind. Ouais, mais c'est Blind, le principe, ouais, c'est pareil. C'est un mec qui voit pas. Merci Alexandre. Le respect est mort. Et à l'heure où on a appris que Disney Plus allait sortir un peu plus tard que prévu en France, c'était bien. Moi, je voulais faire un retour sur la série un peu phare qui avait été lancée avec Apple TV+. C'était The Morning Show. Et The Morning Show, c'était une vitrine assez séduisante puisqu'on avait 3 comédiens qu'on connaît assez bien, qui sont Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell, évidemment. Et une galerie de second rôle qui sont assez époustouflants aussi. On a Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, etc., etc. Et c'est une série qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Jay Carson, qui est un ancien de House of Cards. Et en préparant le sujet, j'ai découvert que Jay Carson avait été viré de The Morning Show en cours de première année. Ouais, bonne ambiance. On ne sait pas, je vous annonce, il y a une deuxième saison qui a été mise en pause. Le tournage a été mis en pause à cause du coronavirus, mais du coup, j'attends de voir ce que va donner une deuxième saison avec un changement à la tête du show. The Morning Show, ça raconte quoi ? Ça raconte en fait une émission matinale aux États-Unis, une espèce de show à l'américaine. Le matin, il y a toujours beaucoup d'audience et beaucoup de gens qui regardent les fameux shows matinaux. Je crois qu'on a moins cette habitude en France. Il y a des émissions le matin assez mythiques aussi, mais qui ne drainent pas des audiences formidables. Là, c'est les matins quand même. Il y a quoi ? Il y a la Télématin, ouais. Ouais, oui, si vous voulez, mais il y a Stade de dimanche. Oui, à part Télématin et Feu Morning Live sur M6, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais, mais aux États-Unis, c'est un mélange d'entertainment. C'est juste que vous allumez pas la télé le matin, les gars. Et là on suit vraiment une équipe de production, donc c'est vraiment les shows où il y a un mélange d'actualité, d'information, de divertissement avec les rubriques des chiens écrasés, mais aussi les invités politiques, les présidents passent de temps en temps, etc. Donc c'est vraiment un truc assez massif et assez, on va dire que l'influence de ce genre d'émission est assez primordiale. Et on suit en fait une émission matinale qui est la première sur son credo et qui s'effondre dans le premier épisode lorsqu'on annonce que le co-présentateur, donc Steve Carell, est accusé d'harcèlement sexuel sur quelques collègues à lui. Et on suit donc la chute un peu de Steve Carell et comment sa co-animatrice, donc Jennifer Aniston, doit gérer la chose. Tout en incorporant une nouvelle, puisqu'il faut être 2 pour présenter l'émission. Il y a Reese Witherspoon qui arrive, qui est une jeune débutante venant du terrain. Et comment en fait toute cette mayonnaise va devoir se recréer à l'heure de MeToo, puisque le sujet principal de cette saison, c'est avant tout l'émergence du mouvement et comment on va essayer de parler de ça. Et ce qui est assez sidérant, c'est que si j'étais pas séduit dans les premiers épisodes par tout ça, je me disais c'est plutôt bien fait, c'est une série qui a quand même coûté 300 millions de dollars, donc c'est quand même pas rien. Et une belle alchimie. Attends, ça a coûté 300 millions de dollars la saison ? Ouais.
Ah, c'est monstrueux. C'est un des plus gros budgets de série télé ever. C'est un des plus gros budgets. Mais on sait les acteurs, mais il y a les salaires qu'il y a les cachets. Hein. C'est colossal quand même pour une série. Il y a quelque chose à l'écran qui est assez séduisant, mais qui est pas non plus extraordinaire. La façon dont la série est tournée est assez classique et n'entraîne pas d'originalité grandiose. Mais c'est vraiment le sujet de fond qui est passionnant, parce qu'on suit d'un côté toute une équipe qui est chamboulée par les révélations, qui évidemment certains personnages, après on rentre un peu dans un registre un peu de thriller où certains personnages connaissaient un peu la personnalité réelle du présentateur et tous ses agissements, toute son attitude néfaste qui a fait que certains personnages d'ailleurs sont complètement en traumatisme de ça. Donc on voit un peu tout ce monde-là s'effriter, s'étioler, s'effondrer, et ça fait évidemment écho à l'actualité récente en France. Et puis on va suivre de près, et ça c'est beaucoup plus original, vraiment Steve Carell, qui est donc du coup le personnage mauvais par essence. Et on va surtout essayer d'explorer comment un personnage finalement assez publiquement reconnu comme quelqu'un de bon, de sympathique, c'est un peu le meilleur ami ou le papa de tout le monde, va devenir, et se révèle être en fait quelqu'un de négatif. Il y a beaucoup de scènes clés à partir de la mi-saison, et c'est un peu ça le souci de la série pour moi, c'est ça démarre vraiment assez tard sur la dizaine d'épisodes. Il y a vraiment un gros démarrage en 4 épisodes où on installe vraiment les choses. Et c'est à partir du 5e et 6e, et surtout 6e, qu'on comprend l'importance thématique de la série. C'est pour ça que j'avais envie de revenir dessus un trimestre après, mais ça me semblait... moi, j'ai pas vu souvent ça à la télévision américaine, et c'est peut-être en ça qu'Apple pousse un peu les curseurs pour essayer de se démarquer par rapport à ses concurrents. Alors peut-être que sur d'autres séries, pour le coup, comme sur Si, ça n'a pas été flagrant. En tout cas, sur The Morning Show, le véhicule est assez bien staffé avec des comédiens de premier plan. Et en plus, thématiquement, derrière, ça envoie un peu du lourd. Et ce sera intéressant de voir ce que va donner la série en deuxième année, quoi. J'imagine que Steve Carell, dans le rôle du mec que tout le monde adore et qui finit par se transformer en son reconnard, c'est parfait, parce que forcément, c'est quelqu'un qu'on aime tous, mais qui est excellent quand il s'agit de jouer des salopards aussi, quoi. Ouais, et puis ils sont tous très bons, mais c'est vrai que les deux présentatrices qui elles-mêmes ont une petite guéguerre concurrence, parce que forcément entre la nouvelle et l'ancienne, entre les guerres des contrats entre les présentateurs et le network, entre le network qui savait mais qui faisait rien, etc., ou qui camouflait même, il y a beaucoup de choses qui se passent, et au milieu de tout ça, Steve Carell a évidemment ce côté du comédien éminemment sympathique qu'on adore tous, et qui endosse le rôle du mec négatif au plus profond de lui-même, puisqu'en fait il a l'impression lui d'être un bon gars et d'être quelqu'un d'éminemment positif, et en fait pas du tout. Et la fin de saison là-dessus est assez bluffante, parce que j'ai pas vu souvent l'exploration de personnages négatifs. Souvent les méchants sont méchants, les gentils sont gentils, puis voilà. Là, il y a une vraie discussion sur en fait comment percevoir tous ces agissements, et autour de MeToo spécifiquement, c'est quoi en fait un harcèlement sexuel, c'est quoi un attouchement, c'est quoi, etc. Comment on peut définir tout ça, et en fait les frontières sont pas si nettes que ça, et je trouve que c'est une série qui est importante pour bien identifier, pour bien ouvrir des dialogues là-dessus, et discuter de ce genre de problématiques au sein d'une équipe, d'un groupe, d'une entreprise. Et vraiment, j'ai été assez bluffé sur la fin de saison. Ouais. Non, mais en théorie, je suis d'accord avec toi sur les sujets. Enfin, moi, j'ai pas regardé, j'ai pas dépassé le premier épisode pour l'instant de Morning Show. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal avec ces paquebots de séries qui sont comme tu l'as dit, des appels au chaland, parce qu'il fallait attirer les gens vers Apple+, et on voit bien qu'Apple+, ça a été un peu un pétard mouillé, parce que finalement personne regarde vraiment Apple+. Là, il y a Amazing Stories qui vient de sortir, le produit par Spielberg, tout le monde s'en branle, hein. Donc c'est quand même magique. Mais j'ai toujours un peu de mal avec ces paquebots là, parce que même si je pense, et ce que tu dis me donne envie de peut-être persévérer sur la série, sur le sujet, j'ai toujours un peu de mal avec plein de stars comme ça mises dans le truc pour faire joli. Au bout d'un moment, ça me... Je sais pas comment dire, mais j'arrive pas à m'impliquer. Moi, une série, ça demande quand même une forme d'implication. Je suis obligée de suivre des personnages pendant plusieurs épisodes. Donc si là, j'ai juste l'impression d'un casting all-star pour justifier l'abonnement de quelqu'un,
j'ai toujours un peu de mal, quoi. J'ai eu le même problème avec Big Little Lies, par exemple. Ce type de série-là. Ouais, les séries avec un gros cast comme ça. Des casts souvent très cinématographiques, en fait. Même si là, il y a quand même pas mal de stars de séries d'origine. J'ai pas d'appétence vraiment pour ça. J'ai juste l'impression d'un truc de poudre aux yeux, de paillettes qui m'intéresse moins finalement que des séries où il y aurait peut-être une personnalité et puis tout un casting moins identifié ou moins identifiable. Là, c'est juste que d'un seul coup, je vois Reese Witherspoon, je vois Jennifer Aniston, je vois Steve Carell et j'ai du mal à passer outre. Et c'est un peu mais ça, c'est un avis complètement personnel, mais c'est ce qui me gêne sur ce type de série. Type Morning Show. Ouais, puis en plus, Jennifer Aniston, on l'avait pas vu depuis un moment dans une grosse série. Ça a été labellisé là, le grand retour de Jennifer Aniston, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pas vu la série, mais j'ai eu beaucoup de retours, même en observant un peu sur le net. C'est vrai que la plupart des gens qui ont aimé la série trouvent que ça met un temps fou à démarrer, quoi. Ouais. Après, je suis assez d'accord avec vous. Moi aussi, au début, le casting, je le trouvais un peu trop tape à l'œil mais ce qui est marrant, c'est que ça s'explique aussi par le fait que dans la série, l'émission qu'ils animent dure depuis 15 ans. Donc il y a aussi un sous-texte assez intéressant de voir Carell et Aniston qui ont tous les deux des grandes carrières de télévision derrière eux et qui maintenant, Carell est plutôt cinéma et même s'il produit beaucoup de séries. Et puis effectivement, c'est le grand retour de Jennifer Aniston. Il y a un sous-texte assez rigolo de les voir en vieux routard de la télévision. Et vraiment ça s'efface au bout d'un moment et c'est vrai que ça démarre un peu lentement mais on passe outre mais je suis vraiment curieux de voir où ça va mener en deuxième année parce que la série a l'intelligence aussi de bouleverser un peu tout ça. C'est une série un peu moderne dans le sens où on sait pas d'un épisode à un autre qui sera encore là ou pas et vraiment la galerie de second rôle de Marc Duplass. J'ai retrouvé Nestor Carbonell dont je me rappelais avait été un des grands méchants de Lost par exemple et qui là joue un présentateur météo assez rigolo. Donc la série est assez solide au-delà de son casting tape à l'œil en fait. Moi j'avais vu le premier épisode et je trouve quand même qu'il y a un côté soap un peu parfois presque un peu ringard par moment mais étrangement assez assumé. Ouais, mais je pense que ça tient au fait qu'on parle d'un morning show et que il y a une récurrence vraiment sur une émission quotidienne où du coup on a beaucoup le rythme de semaine, week-end, ils préparent le week-end les émissions de la semaine, ils partent sur le terrain. Mais tu verras à partir de l'épisode 3 ou 4, si tu continues, il y a des déplacements sur le terrain, un truc, mais c'est un petit côté soap qui me passionne le plus, mais qui va virer au soap un peu dark quand on va vraiment intégrer le concept de MeToo et comment on peut parler de MeToo aujourd'hui avec le recul, quoi. Ouais, quelque part, la façon dont tu parles aussi du casting et de cet aspect soap, est-ce que c'est pas dans le projet de la série de poser des bases un peu familières où tu te dis direct on est en terrain conquis, on connaît les gens, etc. et de casser le moule en cours de route? Mais il casse le moule ou... Disons que le moule reste, mais c'est vraiment les ingrédients qu'ils vont mettre dedans, si je peux reprendre un peu l'image que tu donnes. Mais il y a des séquences, je peux pas, en fait, je suis un peu limité parce que je peux pas vous dévoiler certaines séquences un peu clés qui sont assez frappantes, voire, pour moi, assez magistrales. Mais, par exemple, ils vont replacer Polanski là-dedans, ils vont replacer, Weinstein, même de façon peut-être un peu trop évidente d'ailleurs par moment, mais ça c'est les Américains, c'est-à-dire que si on voit pas la tête de Weinstein à un moment et soulignée en triple trait, c'est qu'on n'a pas compris. Mais il y a des séquences un peu clés qui sont hallucinantes de discours un peu politiques et sans que ce soit effectivement on garde un peu un côté soap, un peu la guéguerre des animateurs pour animer le show le plus important de la matinée aux États-Unis. Il y a aussi une vraie idée politique derrière. Et je vous encourage à continuer, au moins à regarder la première saison parce que c'est quelque chose que j'avais rarement vu dans les séries actuelles. C'est vraiment avoir un accent politique vraiment déterminé, quoi. Voilà. Ok, très bien. Très bien, très très bien. Sachant que Apple Plus ou Apple TV, je sais pas comment ça s'appelle. Apple TV Plus. Apple TV Plus, d'accord. Si vous avez un produit Apple, vous avez 1 an offert. Ouais, si vous avez acheté un iPhone, genre la dernière génération ou quelque chose comme ça, il vous ou un Mac ou un iPad, ouais, il file 1 an gratos. Est-ce que ça marche si t'achètes des écouteurs? Non. Je crois pas, non, faut lâcher du pognon. Ah, ils sont pas aussi sympas qu'ils en ont l'air.
Voilà, c'était un peu le conseil Apple nouvelle version streaming. New Gen. On va passer maintenant à une série d'une chaîne historique en France, 000. Exactement. C'est la chaîne 000. Tu connais pas? C'est historique. C'est une chaîne cachée. C'est la Dark TV quand tu fais 00 sur ta télécommande. T'as accès à une nouvelle chaîne. Tellement bien. Mais non, c'est une série Canal+, mais on en discutait en off, c'est donc une série au niveau international qui est une série Amazon. Alors oui, en fait... c'est pas juste Canal+, ouais. Alors en fait, c'est une coprod Amazon Prime et Canal+. Donc c'est. Il y a aussi Sky, qui est une chaîne anglaise. Ouais. Donc évidemment, Netflix avait Narcos, donc forcément maintenant Amazon Prime, parce que moi dès que je lance l'épisode, il écrit Amazon Prime en gros, et Canal+ ont 000. Donc en fait, la série raconte le trafic de cocaïne d'un point de vue mondial, qui va suivre en fait trois acteurs du trafic différents. On va avoir d'un côté les acheteurs, qui est une vieille famille de mafieux italiens supervisés par un vieux papy un peu croulant qui s'appelle Don Mignou, qui est respecté par tout son village et qui évidemment a un petit-fils, et le petit-fils essaye de le doubler, de reprendre un peu ses affaires. On a les vendeurs de cocaïne, donc qui sont la famille Lera et qui sont surtout aidés par Manuel et son équipe de soldats corrompus et ses sicarios mexicains. Et on a en plus de ça les transporteurs. Intermédiaires. Ouais, donc une famille américaine. Non, je suis très déçu. C'est une famille américaine, les Linwood, qui, on va dire, une famille plutôt normale entre guillemets comparé aux deux autres familles, même si ils font quand même dans le trafic de drogue assez vénère. C'est adapté d'un livre de Roberto Saviano, qui avait déjà écrit le livre Gomorrah. J'ai jamais lu ni vu le film, donc je pourrais pas vous dire. Et c'est showrunné par Stefano Sollima, c'est le réalisateur de Akab, de Subura et de Sicario 2. Et de la série Gomorrah, parce qu'il y a une série aussi. Ouais. Donc ça se ressent pas mal, surtout sur Sicario 2. Au casting, on a Dandy Han, qu'on n'avait pas vu depuis un moment quand même. Gabriel Byrne et Andrea Riseborough pour les plus connus. Alors évidemment, il y a tout un tas d'acteurs mexicains, italiens qui sont visiblement assez connus dans leur pays. Et Checky Cario. C'est 8 pardon. Et Checky Cario. Et Checky Cario. C'est vrai qu'il y a Checky Cario qui a un petit rôle, ouais. C'est 8 épisodes d'1 heure et franchement, moi j'ai avalé ça en moins d'une semaine. C'est une réalisation au cordeau. J'étais hyper tendu sur mon fauteuil. C'est assez impressionnant de voir comment c'est mis en scène, parce qu'on a évidemment c'est une seule et même timeline, donc à savoir comment est-ce que je vous ai pas résumé l'histoire, pardon. En gros, c'est Don Mignou, les Italiens qui décident d'acheter 5 tonnes de cocaïne aux Mexicains. Et donc c'est les Américains qui doivent amener le bateau de cocaïne du Mexique jusqu'en Italie. Et en fait, le bateau va avoir un accident, sans trop vous spoiler, et évidemment, il va y avoir du retard dans la cargaison, et ce retard va entraîner tout un tas de complications des trois côtés, aussi bien pour ceux qui donnent l'argent que pour ceux qui vont la recevoir, que pour évidemment les transporteurs. Ouais, puis tu l'as dit, tout part aussi de l'idée que en fait la nouvelle génération, qui est incarnée notamment par le petit-fils italien, essaie de prendre les rênes et de doubler les vieux, quoi. C'est à partir du moment où il y a vraiment une personne qui fout la merde, ça fout la merde partout en fait. Donc c'est l'effet papillon, quoi. C'est génial. Et donc on suit, en fait, l'épisode est construit en deux ou trois parties. On va avoir vraiment une partie différente par chaque géographie, et c'est un espèce de récit choral, parce que évidemment, si on va suivre par exemple les deux personnages aux États-Unis, il y en a un qui va partir à gauche et l'autre qui va partir à droite, et la première moitié de l'épisode ça va en suivre un, et la deuxième moitié ça va suivre l'autre, puis ça va finir par se recouper à la fin. Et alors évidemment, ça tient pas le spectateur par la main. Ça reste une série qui est quand même assez complexe entre guillemets à suivre, c'est-à-dire qu'il faut pas plier son linge devant, faut être vraiment j'ai commencé à faire autre chose devant, et je me suis dit ah ouais non, en fait je vais rien comprendre, donc il faut vraiment que je me mette à fond dedans, et c'est hyper prenant, et au final en fait on a l'impression de voir un film de 8 heures de bout en bout, qui est pour moi absolument brillant et qui rappelle à la fois Sicario et à la fois les bonnes saisons de Homeland par moment.
Ouais, ce qui est ouf en fait, c'est que ça mélange aussi plein de genres. Ça fait penser à Sicario, à Homeland, mais la partie italienne, c'est quand même de la mafia et on n'est pas très loin d'un truc à la Le Parrain. Il y a toute une partie avec les transporteurs qui est pas loin dans Le Salaire de la peur, avec des camions qui doivent transporter une cargaison. Ça mélange plein de genres avec la construction que tu disais, Alexandre, où c'est souvent dans l'autre sens en fait. Il y a souvent un élément et on nous montre comment tous les personnages arrivent à ce moment de l'intrigue. Et c'est vraiment super. Il y a des moments où c'est vénère aussi. Il y a de l'action. Franchement, l'épisode 5 avec l'attaque du drone, moi j'étais pas bien. C'est assez gore aussi. Il y a quand même pas mal de sang. Moi je regardais ça du coup à la maison avec le son à fond. Et il y a ma copine qui était en train de jouer à Mario Kart à côté et qui entend les bruits et les cris. Elle fait « Mais ça a l'air horrible ce que tu regardes !» Ça m'a fait plutôt rire. Et oui, effectivement, c'est des trucs assez vénères, assez gore par moment. Même parfois, t'as des moments où tu regardes pas trop l'écran, quoi. Mais non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Trop bien. Le bouquin de base est génial puisque c'est l'extraordinaire enquête de. Ouais, moi je l'ai lu extra pur. Je suis une fan hardcore de Roberto Saviano. Puis dès qu'il s'agit de narcotrafic, moi je suis à fond. Je trouve ça génial. Donc non, c'est vraiment passionnant. Et juste pour la petite info, pourquoi ça s'appelle 000? C'est que 000 en Italie, c'est la farine la plus pure, la plus blanche. Donc le rapport avec la cocaïne, évidemment. Donc c'est le numéro de la farine la plus blanche et la plus pure. Et mais ce qui est extraordinaire, c'est cette narration en effet où on a l'épisode puis au milieu on revient en arrière pour nous raconter un autre point de vue, comment on en est arrivé là d'un autre point de vue. Je trouve que c'est absolument passionnant. Et puis il y a quand même une... Bon, déjà, moi, mes chouchous, c'est les Mexicains, hein, de toute façon. Je les trouve toujours parfaits, toujours ultra violents, toujours dingues. C'est marrant parce que moi, mes chouchous, c'était plutôt les Américains. Mais non, mais on voudrait que ça soit les Américains, mais ils sont trop sages. Non, je trouve, en fait, j'ai vachement été touché par la relation frères et sœurs qu'ils ont tous les deux. Bienveillante que j'aime plutôt voilà. T'as pas mon amour pour la violence des narcotrafics, donc c'est pour ça que j'aime les Mexicains. Et non mais surtout, et tu disais que ça faisait penser à un film de 8 heures, et c'est toujours compliqué de dire qu'une série c'est comme un film, mais c'est vrai que pour le coup c'est assez volontaire parce qu'il y a une vraie ambition visuelle cinématographique dans la série qui est liée aussi au choix des réalisateurs, puisque les épisodes c'est Stefano Sollima qui a fait, comme tu as dit, évidemment Sicario 2 par exemple, mais il y a aussi Janusz Metz qui est l'un des autres réalisateurs qui avait fait Armadillo et je ne sais plus quel était l'autre film qui avait fait Borg McEnroe. Oui, par exemple, il a fait Borg McEnroe, exactement. Et le dernier, c'est Pablo Trapero, qui est quand même pas n'importe qui non plus. Donc c'est vrai qu'on a quand même 3 gros réals, une vraie ambition visuelle, et en termes de référence, on peut aussi penser à un autre film qui serait Trafic de Soderbergh, avec cette idée des différents points de vue, de comment on traite, sauf que là c'était le réseau entre le Mexique et les États-Unis, et là d'un seul coup on devient mondial, on devient global, mais il y a quand même cette idée du point de vue et comment un même trafic peut être analysé de différents points de vue points de vue qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et je trouve que c'est absolument parfait comme série, c'est parfait. C'est vrai que la série, t'as quand même l'impression de voir un espèce d'aboutissement, parce qu'on a cité Sollima et Pablo Trapero, qui sont des auteurs italiens qui montent en puissance, et espagnols si je dis pas de conneries. Espagnol, oui, Trapero. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que quand tu prends une série comme Gomorrah, etc., l'ambition avec 000, c'est de pousser l'ampleur à un rang au-dessus, et de voir en fait ces petits, effectivement, on part sur la famille italienne, ces petits trafiquants, et un cadre qu'on a déjà vu souvent dans ce genre de cinéma-là, et là de dire, mais en fait, c'est quoi les ramifications derrière? Et ce qui est assez fou, c'est que le principe de la série, c'est effectivement un domino qui tombe et tu vois toutes les conséquences sur la chaîne, mais du coup, en fur et à mesure de voir cette escalade de violence et de déraillement, tu comprends aussi, mine de rien, comment c'est censé fonctionner à la base et comment l'équilibre de tout ça est hyper précaire, mais tu comprends ça en voyant en fait le bordel qui a été créé suite à un dépassement. Et en plus, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que la série en fait a été tournée sur 3 continents, c'est en Amérique, du Nord, du Sud, en Europe et aussi une partie en Afrique. Et en fait, ils ont tout tourné sur place, ils ont vraiment tournage locaux, etc., un peu comme avait fait Sense8, mais sauf que là, ils ont aussi respecté les langages, c'est-à-dire que ça parle français, ça parle italien, ça parle arabe, enfin, ça parle plein de trucs. Et en fait, du coup, t'as une espèce d'authenticité dans la série et un côté totalement imprévisible. Enfin, le milieu de saison, les épisodes 4-5, particulièrement, quand tu démarres la série, tu t'attends absolument pas à te retrouver dans des situations pareilles, dans des lieux pareils,
Et il y a un truc qui est hyper trépidant parce qu'effectivement, ils ont ce sens de la narration avec ces allers-retours et cette narration croisée qui arrive à rendre le truc très ludique sans être trop didactique et t'apprends plein de choses tout en étant vraiment soutenu par la narration, quoi. Et puis tu peux regarder en complément Narcos et Gomorrah pour avoir finalement ce qui est dans le bouquin de Roberto Saviano, parce que le bouquin de Saviano commence à l'origine du narcotrafic, où démarre le narcotrafic. Et il te fait un historique du narcotrafic pour arriver jusqu'à maintenant, ce que traite la série. Mais donc dans ce cas, si tu veux te faire un petit rattrapage du début du bouquin de Saviano, tu te fais Narcos Mexico, Gomorrah, c'est bon, t'as le topo, puis tu peux enchaîner. Et Sicario 2 qui est quand même assez impressionnant. Et le premier Sicario qui est très très bien. Et aussi. Tu regardes tout ça et à la fin t'as quand même très très envie d'aller t'acheter de la poudre. Ou pas justement. Non, de créer ton propre cartel, de créer ton cartel. Moi je veux créer mon cartel. Mais ça reste assez impressionnant et je suis curieux de voir la saison 2. Enfin, je sais pas si on aura une, mais a priori, au vu de la fin... parce que ça se termine quand même. T'as une fin ça se termine... Spoiler pas, on n'a pas fini. On dit juste qu'il y a une fin. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir les flics. J'aimerais voir une enquête derrière, tu vois. Genre Interpol ou un truc comme ça, tu vois. Il est pourri, tu le sais pas dans ce trafic. Regarde Narcos Mexico. Regarde Narcos, tu comprendras qu'il y a personne derrière. Non, mais tu vois les forces spéciales mexicaines en termes d'intégrité, on peut repasser. Moi, ça m'a fait penser d'ailleurs à Tropa de Élite de José Padilla. Il y a un peu ce côté-là au Mexique. Ce qui est une très bonne référence d'ailleurs. Dans le cas, il y avait Wagner Maura qui joue Escobar dans Narcos. Tout ça est lié. Poum, wow, putain, voilà. Voilà. Et donc, c'est dispo en France sur Canal+. Alors, dépêchez-vous, Canal+ est gratuit jusqu'au 31 mars. Mais ça vaut le coup. Enfin, c'est mortel en fait, ça défonce. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Nous allons conclure sur une note un peu plus légère, un peu plus musicale avec Jean-Victor. T'aimes pas la drogue, Mathieu ? Je sais pas si c'est léger, mais c'est musical, ouais. Bah oui, la musique adoucit les mœurs et en ce moment on en a bien besoin. Moi, vous le savez, mon délire c'est le rock and roll et j'aime bien écouter des gens qui sont un peu touche à tout et ça tombe bien parce que The New Regime, alors je sais jamais si on dit Regime ou Regime en anglais. Bref. Régime, voilà, The New Regime. C'est le groupe d'un mec qui a aujourd'hui 31 ans, mais son groupe existe depuis 10 ans et c'est un peu sa vitrine. Parce que ce mec s'appelle Ilan Rubin et à la base on le connaît parce qu'en 2006, de 2006 à 2009, il a été le batteur des Lost Prophets et après il a rejoint un petit groupe qui s'appelle Nine Inch Nails en tant que batteur, mais il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a aussi bossé pour Angels and Airwaves ou Paramore. Donc en fait, à force de bosser à droite à gauche et pour tout le monde, il s'est dit je vais quand même faire un peu mon truc en solo. Ce projet s'appelle The New Regime, ça existe depuis 2008 et monsieur est donc batteur d'origine, mais en fait c'est un touche-à-tout et un multi-instrumentaliste puisqu'il joue du clavier, de la basse, de la guitare, il chante, il fait de la batterie, enfin bref, il fait tout. Et donc le principe de The New Regime, c'est que quand il enregistre en studio, il enregistre, il fait absolument tout, il produit lui-même ses albums. Donc là, le nouveau s'appelle Heart, Mind, Body and Soul, c'est son 4e album. Et il a, en plus, comme il est un peu malin et qu'il a un peu bossé avec Trent Reznor de Nine Inch Nails, il s'est inspiré un peu de lui, parce qu'en fait, l'album, techniquement, est en sortie depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'il a éclaté l'album en 4 parties. L'album s'appelle Heart, Mind, Body and Soul, je vous laisse deviner le nom des 4 parties. La première est donc sortie au début septembre, et donc en fait, à chaque fois, il proposait 4 chansons, jusqu'à l'arrivée de Soul qui permettait d'avoir l'album complet. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, en fait, les 4 parties avaient une tracklist qui était imposée, et du coup, quand l'album sort, en fait, la tracklist est complètement chamboulée, c'est plus du tout le même ordre des chansons. Et moi, j'avais commencé à essayer d'écouter les 4 parties, enfin les 3 premières parties à la suite, et je me disais, ok, ça s'enchaîne pas très bien, c'est bizarre, et en fait, maintenant que l'album est complet et vraiment trouve son unité, ça s'enchaîne beaucoup mieux. C'est du rock, du coup, du rock un peu électro et un peu pop. Avec une prod hyper soignée et ce qui est assez marrant, c'est que on rattache souvent ce que fait The New Regime à Muse. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec Muse et en même temps, je trouve que la ref est pas conne du tout parce qu'il y a un peu ce côté grandiloquent avec aussi un chanteur qui veut partir dans des envolées lyriques assez fortes. Sauf que je trouve que déjà Ilan Rubin chante quand même nettement mieux que le gobelin de Muse, mais à part taper à côté, il a un sens en fait. Il a un sens musical en fait qui est très fort parce que c'est un musicien hyper pointilleux, hyper précis, notamment à la batterie. Moi je trouve qu'il y a des partitions de batterie qui sont super inventives et où il arrive en fait sur des rythmiques de rock assez basiques à ponctuer le truc avec des tomes en plus, etc., qui rendent le truc un peu original. Et en fait c'est un mec qui a le sens du rock très catchy, avec toujours des riffs qui restent en tête et des mélodies qui sont assez entraînantes. Après on peut dire que sur le
thème des paroles, bon, c'est un peu le bagage habituel dans ce genre de musique, donc ça parle d'amour, de solitude, de l'idée de dépasser un peu sa condition, etc. C'est pas non plus hyper original, mais en fait ça marche bien parce que derrière musicalement le mec assure et arrive toujours à proposer des trucs qui sont très percutants et notamment il y a 2-3 chansons, notamment la chanson éponyme qui vraiment ont des gros riffs qui tapent et on me donne envie juste de taper du pied et de hang-banger de la tête. Donc c'est assez cool et en plus, hasard du calendrier ou pas, il y a plein de chansons en fait qui sont un peu en rapport avec ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il y a une chanson notamment qui s'appelle Surreal Disaster ou une autre qui s'appelle Destructive Patterns. Et il y en a même une qu'on mettra à la fin qui s'appelle It's Gonna Be Okay. Et quand il raconte la chanson à la fin, il dit It's Gonna Be Okay in the end. Donc en fait, Ilan Rubin est là pour vous dire que le monde est un peu compliqué, mais qu'à la fin, tout ira bien. Et je pense qu'en ce moment, les gens en ont un petit peu besoin, surtout si c'est un peu rock et que ça permet quand même de bouger son corps. Moi j'avais écouté j'ai pas mal écouté l'album en fait parce que bon en général j'avoue que toi quand tu proposes de la musique je suis pas toujours en accord, enfin c'est pas forcément mon truc et là j'avoue que j'ai kiffé, c'est typiquement un truc que je vais écouter assez régulièrement et je rejoins beaucoup ce que tu dis, enfin je te l'ai dit en off mais moi ça m'a tout de suite fait penser à du Muse. Alors effectivement moi je supporte pas la voix de Matthew Bellamy mais je trouve qu'ils ont une super instru. Perrine, t'as envie de dire quelque chose sur Muse? Mais non, mais je suis pas une fan hardcore de Muse, mais je vous trouve tellement dur avec ce pauvre Mathieu Bellamy, c'est chaud quoi. Le pauvre. Et là du coup j'ai un vrai kiff en l'écoutant et ça me fait surtout aussi penser énormément à Tudor Cinema Club. On est dans le même style, dans les envolées lyriques, en un petit peu plus vénère, ouais, avec des riffs de guitare un peu similaires. En fait moi quand j'ai écouté l'album, alors du coup c'est lui qui enregistre tout seul en entier. Ouais, après il a un groupe sur scène où ils sont 3, mais en fait en studio c'est lui qui fait absolument tout. Ouais, donc le mec est vraiment vénère. Ça m'a fait penser à un espèce de mix entre Muse, Tudor Cinema Club et un petit peu du U2 aussi par moment, dans les débuts du U2 par moment. Et c'est un vrai kiff, franchement, je tapais du pied, je tapais sur la table, je handbangais et tout, c'était vraiment cool quoi. Sa copine le regardait en disant qu'est-ce qu'il fait. C'était un peu ça, elle fait tu peux arrêter de taper sur la table s'il te plaît. Là, puis dans les influences, l'une des plus évidentes, c'est Nine Inch Nails, parce que forcément, en ayant passé des mois en tournée avec Reznor, il y a quand même ce côté vachement électro sur les bords dans la production qui est très présent, et on sait que Trent Reznor, c'est aussi un mec qui aime bien faire un peu tout en studio, donc je pense qu'il a... L'élève est tombé pas très loin du maître, mais effectivement on peut mettre ça entre Muse, Nine Inch Nails et un peu le côté pop plus facile et plus accrocheur à la U2 ou Tudor Cinema Club. Après il a pas inventé l'eau chaude non plus, mais non, il a pas du tout inventé l'eau chaude. Il fait ça très très bien quoi. Très bien. Ok, c'est cool. Écoutez, ça sera le conseil musical de cette semaine. Je vais écouter. Voilà. Donc, cette semaine, pour résumer... voilà. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, voilà. Du coup, le monsieur passe en première partie en ce moment des Silver Sound Pickups aux US, mais il a pas de date en Europe. Et vu ce qui se passe en ce moment, il est pas prêt de passer, le pauvre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je sais pas, il faut pas sortir de chez soi apparemment. Mais l'album du coup est entièrement disponible maintenant, les 4 parties sont sorties et il y en a 3 autres avant qui sont tout aussi bien, donc faites un tour sur YouTube, Spotify ou n'importe quoi et vous pourrez tomber là-dessus. Très bien, merci beaucoup Jean-Victor. On va se quitter en musique et pour vous rappeler un peu le sommaire et remercier Perrine de nous avoir accompagnés. Merci Perrine. Merci à vous. Merci. On a parlé de la plateforme Madeleine de Lina qui est accessible de chez vous. On a parlé de Ori and the Will of the Wisp. On a parlé de The Morning Show qui est disponible sur Apple TV+. On a parlé de 000 qui est disponible sur Canal+. Et de The New Regime. Et tout ça, c'est à voir, écouter de chez vous. Faites attention, respectez les gestes qu'on vous recommande. Et on vous donne, nous, rendez-vous très bientôt. On vous attend sur les réseaux sociaux. Et oui, allez vous abonner à notre compte Twitter. Voilà, compte Twitter, réagissez avec Facebook. Le compte Twitter, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie de nous dire d'ailleurs. Et laissez des petites notes sur les plateformes de podcast. Et je remercie Jean-Victor, Alexandre et Marc. Et on vous donne rendez-vous très bientôt et on vous fait un bisou. Voilà. Ciao, restez loin. Prenez soin de vous. Ciao, merci.